Bonjour, merci d'être avec nous pour cette nouvelle après-midi de Masterclass. On est ravis de vous retrouver. Et aujourd'hui, bonjour Christophe Deloire. Bonjour. On est super content de vous avoir sur cette semaine. Bon, tant mieux. De vous avoir sur cette Masterclass. Donc vous, Christophe Deloire, vous avez eu plusieurs vies. Alors on vous accueille aujourd'hui en tant que secrétaire général de Reporters sans frontières, mais pas que. Vous avez eu d'autres choses dans votre parcours. Notamment, vous êtes passé par une grande école de commerce. Vous avez été journaliste, notamment d'investigation. Vous avez travaillé au Point, sur LCI, sur Arte. Vous avez travaillé dans les bureaux de Berlin à TF1. Vous avez réalisé des documentaires, notamment un sur Bruxelles, un sur Jacques Chirac. Vous avez écrit de nombreux livres, notamment certains dont on parle encore. Je retiens Sexus Politicus en 2006. On a Circus Politicus en 2012. Et puis, les islamistes sont déjà là en 2014. Mais il y en a eu d'autres, bien sûr. Vous avez été aussi éditeur d'une maison d'édition, Flammarion. Vous avez aussi signé le rôle de directeur d'une grande école de journalisme, le CFJ, le Centre de formation des journalistes, à Paris, pendant de nombreuses années aussi. Vous avez été vice-président du conseil d'administration. Et puis, vous avez aussi, depuis 2012, donc, endossé ce rôle de secrétaire général à Reporters sans frontières. Et également, depuis novembre 2019, donc, vous êtes président du Forum de l'information et de la démocratie. Donc, beaucoup de vie, beaucoup de parcours, déjà une carrière bien entamée. Là, ça fait un peu général de l'armée russe. Ah oui, mais vous êtes presque ça. Enfin, en tout cas, j'ai quand même eu moins de vie que Bernard Tapie. D'accord, bon, on en reparlera aussi. Donc, du coup, Reporters sans frontières depuis 2012. Vous avez eu tous ces rôles dans votre carrière. Vous êtes encore jeune, évidemment. Donc, comment on gère ce parcours? Parce que c'est vrai que nos étudiants sont, j'allais dire, en fin de parcours d'études. Comment on gère ce genre de carrière? Est-ce que ce sont des rencontres, des opportunités? On choisit ou vous étiez fixé un but? Non, alors, l'un des buts... D'abord, je suis quelqu'un qui a toujours eu pas mal d'envie. Quand j'étais lycéen, je voulais être astrophysicien. Mais j'ai pas fait maths sup. C'est là que j'ai fait un grand choix. Alors j'étais matheux, ou passer l'ENA et faire de la haute administration, ou être journaliste. Et puis, finalement, j'ai suivi la voie de journaliste, et après, j'ai construit là-dessus. Et simplement, j'avais envie de... Je fais partie de ceux qui ont un état d'esprit psychologie, où on a besoin de changer, de ne pas tout le temps faire la même chose. J'ai fait 10 ans de journalisme d'investigation, grosso modo. J'ai adoré ça. Tous les jours... C'était un plaisir d'aller enquêter, enfin jour et nuit, d'une certaine manière. Et je me suis toujours dit que journaliste, d'ailleurs, c'était un métier formidable parce que c'était comme si je ne travaillais pas. Si j'avais été rentier, si j'avais pas eu besoin de gagner ma vie, j'aurais fait la même chose tous les jours. Et puis après, d'autres envies, et notamment une forme d'envie de construire qui est plus proche de celle des entrepreneurs, d'une certaine manière, qui est quand on construit quelque chose, qu'on dirige une organisation, qu'on essaie de la faire évoluer. On est un peu comme un maçon, on a un peu plus froid aux mains l'hiver, c'est moins purement jubilatoire, mais à la fin on a éventuellement construit une maison, et on peut regarder la maison et se dire c'est formidable, j'ai construit une maison, et c'est ce que j'ai essayé de faire par la suite. Et vous étiez conscient du rôle et de l'importance que vous alliez endosser en rentrant à Reporters sans frontières. On se souvient aussi notamment d'une tribune que vous avez tenue, il n'y en a pas eu qu'une, mais en 2015 face au Conseil de sécurité de l'ONU concernant l'adoption de la loi pour la protection des journalistes. Vous avez été aussi, notamment il y a quelques années, lauréat du prix en 2003, donc meilleur journaliste de l'année sur un article qui était notamment sur Yvan Colonna. Donc voilà, toutes ces tribunes, tous ces prix vous confèrent quand même un rôle important, qui est aussi un rôle de formation et de transmission pour les futurs journalistes et communicants de demain. Vous êtes conscient de ça? Je sais pas. En tout cas, moi, quand je suis arrivé à RSF, c'était beaucoup plus prosaïque. La pérennité de l'organisation était menacée parce qu'il y avait un déficit abyssal, il y avait un problème financier, et la priorité qui m'avait été fixée par le conseil d'administration, c'était rétablir les comptes. Et j'ai longtemps hésité, pendant 6 mois avant de sauter le pas pour y venir, parce que je me suis dit, au fond, il y a toutes les chances que ça ne marche pas. En tout cas, il y a une chance sur 2. Et j'ai vu qu'il y avait un potentiel, j'allais dire, d'aventure dans cette organisation. Parce que Reporters sans frontières, c'est une organisation qui a une chance folle, c'est qu'elle a une notoriété partout dans le monde. Alors, ça ne veut pas dire que chacun des 1,3 milliard de Chinois connaît Reporters sans frontières. Ça serait évidemment faux de le dire. Mais il y a quand même une notoriété très forte. C'est une organisation qui est très ancrée. On peut travailler au fond des vallées d'Afghanistan. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et on peut aussi être dans le bureau du secrétaire général des Nations Unies, où effectivement s'exprimer à la tribune, à la grande table ronde, la fameuse table ronde du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et on a beaucoup évolué, l'organisation a beaucoup changé au cours des dernières années, on en parlera peut-être tout à l'heure, de ces modes d'action, au-delà des campagnes de communication, de ce qui est visible, ont beaucoup changé.
Ce qui a beaucoup changé, c'est notamment qu'on est plus une organisation qui est dans l'influence. Et donc, aujourd'hui, on a une chance, c'est que si on passe un coup de fil, pas à n'importe qui, mais à bon nombre de gens dans le monde, on nous prend au téléphone. Et une fois qu'on est au téléphone, on peut obtenir un rendez-vous, faire valoir une position, essayer d'obtenir quelque chose. D'accord, parce que Reporters sans frontières, vous dites c'est mondialement connu et reconnu, on y reviendra. C'est à peu près quoi? C'est 14 bureaux, dont celui de Paris, dans le monde entier, Oui. des correspondants dans quoi, 115 pays, 130 pays maintenant. Oui. Donc vraiment très très lourde charge. Il y a des pays encore évidemment où on ne peut pas aller, où vous ne pouvez pas aller. Et vous, votre agenda, c'est quoi? Vous êtes à Paris 50% du temps et vous êtes dans le monde entier ailleurs. Vous organisez l'agenda en fonction de l'actualité? Alors, en période de Covid, inutile de dire que j'étais beaucoup en France. On est d'accord. J'ai assez peu voyagé, à part un gros voyage, j'étais récemment aux États-Unis, mais à part un gros voyage en Somalie, qui était un des pays les plus dangereux de la planète, et là, pour le coup, c'est pas du fait du Covid. C'était pour négocier un moratoire des arrestations de journalistes par les forces de sécurité avec les plus hautes autorités somaliennes, le président et le Premier ministre. Et sinon, en temps normal, oui, je suis à peu près absent la moitié du temps. D'abord parce qu'effectivement, moi j'ai plusieurs casquettes à l'intérieur de RSF. Au fond, d'abord, je suis patron d'une ONG, d'une équipe. Je dois m'occuper de tous les sujets administratifs, financiers, humains. Il faut que ça tourne. Donc là, on a, comme vous le disiez, des salariés dans 14 villes dans le monde. On a créé, par exemple, un bureau il y a 4 ans à Taipei pour travailler sur l'Asie du Nord et de l'Est. Donc depuis l'île de Taïwan, il y a maintenant 10 salariés. On a 5 salariés à Washington. Et puis, donc je me déplace pour ça. Je me déplace aussi pour des rendez-vous de plaidoyer, c'est-à-dire où je vais rencontrer des autorités, des dirigeants, quels qu'ils soient, et je vais porter notre parole, insister, négocier, etc. Je voyage pour aller voir les journalistes, pour aller voir ceux qu'on défend. Je me rends sur place pour les soutenir. Je me déplace pour aller chercher de l'argent aussi, parce que notre financement, il est assez peu en France, en fait. Il est réparti sur un bon nombre de pays, mais il est beaucoup à l'étranger. Donc ça fait beaucoup de raisons, et je multiplie donc les casquettes, même si, là encore, la vitrine, ce qui se voit, c'est les interviews, c'est les discours. Encore, ils se voient un peu moins que les interviews. Alors, sur des chaînes françaises ou étrangères, parce qu'en fait, on est plus présent sur des chaînes étrangères que sur des chaînes françaises. Mais la réalité de mon boulot, c'est de faire des réunions en interne et de faire en sorte que les gens travaillent le mieux possible, le plus efficacement possible, et tous ensemble. Oui, parce que vous parliez des bureaux de RSF, vous avez cité Taipei, donc à Taïwan, il y a Dakar, je crois, on parlait de Washington, Londres, Rio, il y a vraiment 13 pays, dont la ville de Paris. Alors du coup, pour parler, se reciter sur Reporters sans frontières, donc très grosse organisation. C'est vrai que très grosse, non, on est une organisation de taille moyenne. Moi, j'aime à dire qu'on est comme Victor Hugo dans Les Misérables, quand il parle de Gavroche. Alors c'est le moment où Gavroche meurt, mais il dit cette petite grande âme venait de s'envoler. Et moi, j'aime à penser qu'on est une petite grande organisation. D'accord. Alors, on va partir là-dessus. Petite grande organisation, mais qui a vraiment toute son importance parce que aujourd'hui encore, malheureusement, près de la moitié de la population mondiale n'a toujours pas accès à l'information libre. Pourtant, la liberté d'information, la liberté de la presse, c'est fondamental dans un pays. Alors aujourd'hui, si on veut gérer les urgences là-dessus, en tout cas vous, Reporters sans frontières, c'est quoi l'urgence aujourd'hui? C'est la Chine, la Turquie, la Russie, ce qui est un pays qui sort du lot. On reparlera de l'ensemble des pays et de la carte. On va voir justement une carte qui va représenter l'ensemble de l'information de la presse dans le monde. Mais voilà, est-ce qu'il y a un pays plus qu'un autre qui émerge? Quelle est l'urgence aujourd'hui? D'abord, nous, on a vocation à travailler un peu partout. Donc, en termes opérationnels, on a des équipes, nos bureaux, ils travaillent sur leur zone, etc. Donc, on a une espèce de prétention d'exhaustivité. Le pays qui est appelé à jouer le rôle le plus important, et malheureusement pour l'instant un rôle négatif, et donc sur lequel il faut travailler plus, c'est évidemment la Chine. Pourquoi? Parce que Pékin est en train à inventer un modèle de contrôle utilisant parfaitement les technologies aux Chinois, un modèle de contrôle des Chinois, pardon. Mais plus largement, c'est un pays qui aujourd'hui entend changer l'ordre mondial de l'information. Et donc exporter, non seulement le cas échéant ses contenus de propagande, mais en plus exporter son modèle de contrôle. Pékin le fait
avec des manières très différentes. Ça va de l'invitation de journalistes étrangers. Il y a une opération qui a un nom assez drôle qui s'appelle, enfin, c'est un peu triste, mais qui s'appelle Tapis Rouge, le rouge du Parti communiste. Tapis rouge pour des journalistes, alors notamment de pays un peu déshérités, et où des journalistes sont invités à venir à Pékin, apprennent le journalisme aux caractéristiques chinoises et doivent repartir dans leur pays et importer cette vision du journalisme. Pékin travaille beaucoup pour développer son influence dans les organisations internationales, organise des sommets sur la société de l'information. Bref, essaie de changer les normes, d'imposer des institutions qui vont dans le sens de la vision du Parti communiste chinois. Et ça, c'est un enjeu majeur. Et on doit faire en sorte quand même de contenir, au moins de faire du containment vis-à-vis de cette politique de Pékin. On doit faire en sorte que le plus possible les journalistes chinois soient libres. Et malheureusement, là, c'est pas le grand bond en avant, c'est le grand bond en arrière avec Xi Jinping. C'était mieux sous son prédécesseur, Hu Jintao. Il y avait des ferments de liberté, il y avait une plus grande latitude, les journalistes d'investigation arrivaient à tester les limites. Alors, vous ne pouvez pas enquêter sur tout, vous ne pouvez pas enquêter sur le Parti communiste, mais sur le cœur du Parti communiste, mais sur des affaires de corruption. Enfin, peu à peu, il y avait une forme de libéralisation, qui était encore très loin d'être satisfaisante, mais il y avait ça. Là, on est parti vraiment dans le sens inverse. Donc la Chine, c'est vraiment un enjeu essentiel, et d'ailleurs, les Chinois sont assez remontés contre nous, puisqu'il y a quelques jours, enfin, ça en est un élément de preuve, c'était samedi exactement, le patron du grand média chinois en langue anglaise, qui s'appelle Global Times, qui appartient au quotidien du peuple de Pékin, a fait un article au vitriol contre nous, disant à la fin, parce que vraiment c'était au canon, au vitriol, et à la fin, avec une expression, il faudra que le bâton chinois vienne domestiquer ce chien fou. Wild dog. Donc on était loin du watchdog, c'est l'expression anglaise, Press Freedom Watchdog, pour parler des défenseurs de la liberté de la presse. D'accord. Mais on parlait de Reporters sans frontières. Donc ça, c'était sur nous, il n'y avait pas d'ambiguïté. Alors justement, pour revenir sur la carte, puisque vous parliez de la Chine, juste pour nos étudiants montrer ce que veulent dire vraiment les couleurs. Quand on voit le jaune, la situation est très bonne, on va dire ça. Le blanc, la situation très bonne. Le jaune, situation plutôt bonne. L'orange, c'est plutôt une situation sensible. Le rouge, situation difficile. Et puis le noir, c'est une situation très grave. Donc on vient de parler donc, notamment de la Chine. Et quand on parle de Reporters sans frontières, j'imagine que nos étudiants sont allés voir le site. Et en tout cas, si vous ne l'avez pas encore fait, allez-y, parce qu'il y a notamment un onglet, alors, il y en a plein qui sont intéressants, mais un onglet qui est particulièrement intéressant, c'est la galerie des prédateurs. Alors celui-ci est intéressant, pourquoi ? Déjà par le titre, parce qu'on a envie de voir, on se doute bien de ce qu'il y a dedans, mais on y va. Et on voit quoi ? On voit les dictatures politiques, les gouvernements anti-presse pointés du doigt, et surtout expliqués. Donc ça nous met un peu aussi dans le pipe de l'actualité. Donc on y voit évidemment des pays comme la Chine, l'Iran, l'Érythrée, le Bangladesh, la Syrie, il y en a plein. Est-ce que vous, par rapport à cette galerie des prédateurs et par rapport à l'actualité que vous suivez depuis 2012, vous avez vu des changements depuis ces dernières années, j'allais dire dans le bon sens du terme et dans le mauvais sens, c'est-à-dire des pays qu'on aurait enlevés de cette galerie des prédateurs parce qu'il y a du mieux, ou au contraire comme la Chine, c'est toujours pareil, voire pire, on en rajoute. Les effectifs, malheureusement, se sont accrus, en effet, se sont diversifiés. Alors on a quelqu'un comme Erdogan, le fameux président turc. La Turquie, ça a été un laboratoire de répression du journalisme et de réduction du pluralisme. Moi, je suis à un moment beaucoup allé en Turquie. Notre propre correspondant est poursuivi, est menacé de 14 ans de prison. Il y avait encore une audience la semaine dernière. Ça fait 3 ou 4 ans maintenant qu'il a une procédure qui n'en finit pas. Ça, c'est pour qu'il ait une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et la Turquie, c'est un pays dans lequel il y a eu plus de 100 journalistes en prison. Donc ça, déjà, ça intimide. En fait, quand il y a 100 journalistes en prison, ça dissuade les autres d'être... Enfin, il y en a qui sont extrêmement courageux, qui continuent, mais ça crée quand même beaucoup d'autocensure. Les moyens économiques ont été utilisés, assèchement publicitaire. Les moyens juridiques, mais là, pas les détentions arbitraires. On confie tel journal pour un motif fallacieux, on le confie à un administrateur judiciaire qui, en un week-end, change radicalement la ligne éditoriale. Donc, le lectorat fuit, donc le journal disparaît au bout de 3 semaines. Moi, j'ai même vu des couples là-bas, j'ai vu un couple de journalistes, où monsieur avait été licencié de son journal pour induite, et madame avait été licenciée de son média parce qu'elle avait retweeté son mari.
un niveau regrettable d'inventivité assez sidérant, et où la Turquie a été un exemple d'extinction du pluralisme. Mais pour revenir à la galerie des prédateurs, là j'étais sur Erdogan, Orban, qui est entré, donc il est un Européen maintenant, et ça c'est quand même assez nouveau, c'est qu'au cœur même de l'Europe, il y a une dégradation, il y a eu des journalistes qui ont été assassinés, des journalistes d'investigation, à Malte, aux Pays-Bas, en Slovaquie. Et puis, il y a des politiques visant à réduire le pluralisme, à faire en sorte que les médias se collent à la ligne du gouvernement. C'est le cas notamment en Hongrie, en Pologne. Bref, même l'Europe. Alors, je ne comparerai pas... il ne faut pas faire de fausses comparaisons, de fausses équivalences. L'Europe demeure le continent sur lequel la liberté de la presse est la mieux assurée. Et en comparaison, et la France en comparaison d'autres pays dont on vient de parler, qui sont en rouge ou en noir sur cette carte de la liberté de la presse, néanmoins, même en Europe, le modèle est fragilisé. D'accord. On reviendra d'ailleurs sur l'état de santé de la presse en France. Alors, l'actualité aujourd'hui, on parlait tout à l'heure d'Afghanistan, ce sont des journalistes afghans, je crois des centaines de journalistes qui lancent un appel par l'intermédiaire aussi de Reporters sans frontières. Qu'est-ce que cela implique derrière? Comment ça se gère? Est-ce que d'ailleurs vous avez eu des réponses, notamment politiques, là-dessus? Mais sur l'Afghanistan, en fait, nous, nos modes d'action, quels sont-ils? On avait d'abord, avant le 15 août, c'est-à-dire avant la prise de pouvoir par les talibans, on travaillait beaucoup avec les autorités afghanes, parce que paradoxalement, alors c'était un pays extrêmement dangereux pour les journalistes, il y en avait au moins une dizaine qui se faisaient assassiner, parfois par des talibans, au cours des dernières années. On avait déposé plainte de la Cour pénale internationale. On avait beaucoup travaillé, je le disais, avec les autorités, parce qu'il y avait un vrai volontarisme politique pour mettre en place des protocoles pour la protection des journalistes. Et encore fin juillet, notre responsable d'Afghanistan était là-bas, à Kaboul, rencontrer les plus hautes autorités. Et puis, on avait créé un centre pour la protection des femmes journalistes, dont l'activité a malheureusement été suspendue avec les derniers événements. Et là, qu'est-ce qu'on fait depuis? On discute avec les talibans, ce qu'on faisait déjà avant, mais pour faire en sorte que la répression soit la moins féroce possible. Ça, c'est toujours possible? Discuter, oui. Essayer de s'appuyer sur le clan qui est un peu moins vindicatif contre les journalistes que l'autre. Il y a quand même au sein des talibans, c'est pas uniforme, donc il y a des gens sur lesquels on peut essayer de jouer contre d'autres. Et puis de toute façon, il vaut toujours mieux être en relation avec les gens pour obtenir des résultats que simplement les critiquer de loin. Il vaut mieux leur dire en face. Il y a des critiques publiques, on les formule, on a révélé beaucoup de statistiques et fait beaucoup de révélations là sur la répression. Et de l'autre main, on discute. On travaille beaucoup, ça a été mon premier travail ce matin à 8h, sur des opérations d'évacuation de journalistes via tel ou tel aéroport. On a beaucoup... sujet sur lequel on ne peut pas s'étendre plus que ça, parce que là, ça peut avoir des conséquences et des préjudices opérationnels. On a beaucoup... on a beaucoup soutenu les journalistes qui avaient besoin d'obtenir l'asile dans un certain nombre de pays. On a été en échange, on a travaillé avec une dizaine de pays, à qui on a fait passer des listes. Et puis maintenant, l'enjeu, et c'était l'enjeu de l'appel que vous citez, c'est que à l'avenir, on arrive à sauver le journalisme afghan. Alors, est-ce que ce sera, et ce serait le mieux, en Afghanistan, ou est-ce que ce sera en exil et qu'il faudra aider à monter des médias afghans en exil? Ça, l'avenir le dira, et le dira assez vite. Pour l'instant, il y a encore des médias qui, en Afghanistan, continuent. Notamment, on connaît bien Tolo News, qui est la grande télé, qui est un vrai groupe télé-radio privé afghan, qui a fait le choix de rester, de continuer. Il y a des membres de l'équipe qui sont partis, d'autres sont restés. Il faut tout faire pour qu'ils puissent continuer à travailler, parce que le journalisme fait de loin, c'est pas du tout comme le journalisme quand on est sur place. D'ailleurs, on devait recevoir Valérie Crova de France Info, mais qui est à Kaboul cette semaine, qui ne devrait pas tarder à rentrer, enfin j'espère. Alors, Reporters sans frontières, on l'a dit, c'est une petite grande organisation, mais qui fait plein de choses. Alors, les axes d'activité, le lobbying, les campagnes de communication, la cybersécurité, l'assistance et l'aide juridique. Il y a même des actions, j'allais dire plus de terrain, encore plus physique. Vous prêtez des gilets pare-balles, vous prêtez des casques aux journalistes. Comment se génère ce secteur d'activité? Dans quel pays on va faire quoi? Comment ça se prépare tout ça? En fait, le secteur des ONG est un secteur assez disparate aujourd'hui, y compris sur les sujets droits de l'homme. Nous, on a beaucoup amendé ce qu'on appelle la théorie du changement.
Theory of Change. Qu'est-ce que c'est ? C'est la doctrine visant à dire quel effet positif on peut avoir sur le monde, comment on peut obtenir des résultats. Parce qu'on n'est pas simplement là dans une éthique, pour évoquer la distinction weberienne des éthiques, une éthique de conviction, où simplement on serait à Paris, on ferait des grandes déclarations, on s'indignerait de tout et on se trouverait extrêmement beau à le faire, qui est une image que peuvent avoir parfois les ONG. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, disons-le, à part narcissique. Donc l'objet, c'est d'exercer une éthique de responsabilité. C'est comment on arrive à avoir des résultats. Autrefois, dans le monde d'avant, pas simplement le monde où la technologie n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui et n'avait pas permis cette mondialisation de l'information, les réseaux sociaux, mais dans un monde où les rapports géopolitiques étaient différents, où en gros, il y avait quand même le monde occidental était très dominant. Il y avait une logique consistant à dire, on fait du naming and shaming, jeu de mots en anglais, dénoncer et faire honte. En gros, on fait des campagnes de communication, on fait des déclarations très fortes, on fait des actions spectaculaires, on a de la couverture médiatique, et ça permet de faire pression sur des gouvernements un peu plus faibles et qui peuvent être amenés à libérer tel ou tel. Ça a marché dans plein de cas et ça a été extrêmement utile dans l'histoire de l'organisation. Mais les rapports géopolitiques ont complètement changé. Et aujourd'hui, on se retrouve assez souvent, et quand je le dis, ça n'est pas une exagération, mais dans la situation où, si on fait une campagne, je suis un journaliste, on peut avoir quelqu'un dans le gouvernement d'en face, chez les bad guys, qui dit mais là, moi, vous faites campagne, mais moi, je vais perdre la face si jamais j'obtempère à vos demandes. Donc, il va passer plus de temps en détention. Une espèce de chantage. Donc, il faut renverser cette logique-là. Et donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup amendé, que d'abord, on a décidé de faire de l'engagement direct. C'est-à-dire, on parle avec à peu près tout le monde, y compris avec les Saoudiens. Ça ne veut pas dire que ça marche tout le temps. Mais il n'y a jamais d'inconvénient à parler, dès lors qu'on ne se compromet pas. Donc là, on crée des canaux de discussion. Avoir un canal de discussion, ça a deux intérêts. Un, ça permet vraiment de faire passer nos arguments. Deux, et nos arguments qui peuvent être très divers. Je ne sais pas, sur l'Arabie Saoudite, il peut y avoir des arguments diplomatiques, il peut y avoir des arguments financiers. Et les investisseurs américains, ils vont moins venir si on fait ça. Enfin, il y a toutes sortes d'arguments. Ça permet de se mettre dans la tête de l'interlocuteur, c'est-à-dire de le comprendre, et puis de voir qu'est-ce qui peut le faire évoluer. Et par exemple, en Arabie Saoudite, on dit, mais écoutez, nous on passe beaucoup de temps sur la Turquie, c'est votre ennemi, vous ne voulez pas ressembler à Ankara. On passe beaucoup de temps sur Téhéran. C'est pas bien ce qui se passe là-bas. Mais vous avez le même nombre de détenus, faites en sorte. Voilà. Puis ensuite, vous pouvez aller à Ankara faire l'inverse, ça, rien ne l'interdit. Mais donc, l'engagement direct, le contentieux stratégique, ça veut dire qu'on dépose des plaintes, on utilise l'arme du droit. Donc il y a effectivement tout le travail que vous mentionnez d'assistance, y compris de manière très concrète, travailler sur des opérations. Vous voyez, ce matin, c'était quel avion, quelle compagnie, comment on fait pour embarquer des personnes. Donc un truc très opérationnel, pas grande déclaration, mais très concret. On est dans une logique de solution. C'est-à-dire la négativité, honnêtement, ça braque. Et ça ne permet pas de dégager des solutions. Donc, maintenant, quand on veut quelque chose, on écrit un papier, une page, 2 pages, et on vient le mettre sur la table, et on dit on a une solution pour vous, on ne va pas vous mettre dans une impasse, voilà comment vous pouvez en sortir. Et enfin, et désolé, je suis peut-être un peu long, mais c'est le cœur de l'activité, c'est comment on arrive à servir à quelque chose. Je disais qu'on utilisait l'arme du droit. Il y a une deuxième chose, c'est que là, ce dont je viens de parler, c'est comment on défend... disons qu'il y a un jeu, qui est le jeu dans le champ informationnel, et nous, on défend les meilleurs joueurs, ceux qui sont les plus proches des idéaux du journalisme, qui sont franchement partout des journalistes épatants, respectueux de l'éthique, qui sont des journalistes d'investigation ou de n'importe quoi, d'ailleurs n'importe quel genre, mais qui mettent en œuvre des méthodes professionnelles pour vérifier, pour être à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un journaliste. C'est les meilleurs joueurs. Mais en fait, si les règles du jeu prévoient que ces meilleurs joueurs perdent, ça ne sert à rien. Donc, de plus en plus, on s'est bien travaillé sur les règles du jeu. Et les règles du jeu, qu'est-ce que c'est ? Ça peut paraître un peu... mais ça vaut pour tous les secteurs de manière différente, mais de tous ceux qui s'intéressent à la communication en général, pas au sens des relations publiques, au sens de l'UNESCO, j'allais dire de la communication entre les êtres humains. Notre délibération, notre communication, il y a une infrastructure. Là, c'est Internet, le web. C'est un cadre légal qui fait que on peut statuer sur les exceptions à la liberté d'expression, ce que fait la justice, ou qu'il y a certains remontent plus ou d'autres dans les algorithmes, etc.
Et on s'est mis à travailler là-dessus. On a lancé des initiatives qui sont donc pas attachées à travailler sur des personnes ou sur des pays, mais qui sont attachées à travailler sur les algorithmes, le droit. On a un espace public, un espace de la communication et de l'information qui a radicalement changé. Avant, c'était les parlements qu'on adoptait les lois. Aujourd'hui, très concrètement, c'est Mark Zuckerberg, et je métaphorise en disant Mark Zuckerberg, mais c'est les dirigeants de plateformes ou les développeurs chez les plateformes qui édictent les lois d'espace digital. Des lois qui avant été adoptées par le Parlement, elles le sont aujourd'hui par ceux qui font du code. Code is law, le code c'est la loi. Non seulement ces plateformes et ces réseaux sociaux ont remplacé les parlements, mais ils ont remplacé la justice, l'appareil judiciaire. C'est elles prennent les décisions d'application des lois. Sur, parfois, l'allocation des fonds, le traitement des médias, c'est elles. Donc, en gros, elles ont aussi remplacé le CSA, les commissions d'attribution. Bref, elles ont remplacé plein d'institutions démocratiques. C'est pas tenable. C'est pas tenable, en plus d'avoir un espace digital où tous les contenus, quels qu'ils soient, propagande d'État, publicité, information sponsorisée par des intérêts cachés, journalisme, insultes, rumeurs, etc., c'est en concurrence directe. Ça, dans l'histoire des démocraties, ça n'a jamais été comme ça. C'est nouveau et ça affaiblit les démocraties. Et puis par ailleurs, l'espace aujourd'hui, il est structuré de manière à donner un avantage comparatif. Alors c'est pas volontaire, mais de fait c'est le cas, au régime despotique sur les démocraties. Bref, les démocraties n'y résisteront pas si on ne fait pas quelque chose, si on ne remet pas des principes démocratiques et des institutions démocratiques là-dedans. Et là-dessus, on a lancé des initiatives qui dépassent le cadre strict du journalisme, qui sont plutôt sur les garanties démocratiques pour la délibération publique. En mobilisant les États, on a obtenu que des États, 43 États signent un partenariat sur la base de ce qu'on avait fait. Maintenant, on a des mécanismes de mise en œuvre, on essaie de créer du droit, avec le forum sur la formation de la démocratie, dont c'est l'objet, qui va devenir aussi une espèce de GIEC, d'équivalent du GIEC. Bon, on veut rentrer dans un processus qui est l'équivalent du processus climatique, mais là, sur l'autre grande crise, qui est la crise démocratique, fondée sur le chaos informationnel. Et puis, on a aussi travaillé sur des dispositifs économiques qui permettent de favoriser la fiabilité de l'information dans l'indexation algorithmique, ou vis-à-vis, et là, ça intéresse plus particulièrement encore les élèves de Sub de Pub, mais sur les affectations publicitaires des annonceurs, c'est-à-dire à qui ils donnent leur argent. Et avant, c'était assez simple, il y avait le secteur des médias, ils donnaient l'argent aux médias. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. À qui je dois le donner? Alors, de fait, ils donnent beaucoup aux plateformes numériques, qui ont capté la moitié. Mais en termes de médias, qu'est-ce qu'un média? C'est où? Enfin, voilà, il faut retravailler sur ces questions-là. Et là, on a fait vraiment un travail de fond qui permet des évolutions concrètes. Alors justement, en termes de communication, puisque vous en parlez très bien, et il en faut plus que de coutume, on va voir deux exemples. Alors, on parlera de l'album pour la liberté de la presse, mais on va voir deux visuels qui illustrent bien ces campagnes de communication. Alors le premier, ça représente le droit des journalistes, où Reporters sans frontières demandait à ce que les droits des journalistes polynésiens soient alignés sur ceux de leurs confrères de métropole. Et puis le second visuel que l'on voit là, c'était sur les 30 ans de campagne de com de Reporters sans frontières. Donc ça, c'est des campagnes de communication très importantes. Comment on les fait ces campagnes? Est-ce que donc là on s'entoure effectivement de gens de médias, là c'est le choc j'allais dire le choc des photos, le poids des mots, un concept qu'on connaît bien. Voilà, on choque, on dénonce. C'est important de faire cette communication là aussi visuelle. On est petit, comme je le disais, et surtout face à ceux qu'on veut amener à prendre des décisions meilleures. Il faut aussi trouver sa place, disons-le, dans l'espace public et aller capter l'attention. Et donc, effectivement, les campagnes de communication, et RSF, je crois, a une identité là-dessus en termes d'impertinence, parfois de provocation. Il ne faut pas la pousser trop loin, il faut aussi être sérieux. Pour que les interlocuteurs nous prennent au sérieux, il faut garder ça. Mais donc, par exemple, la campagne qu'on vient de voir avec le secrétaire général du Parti communiste chinois, qui a plein d'autres fonctions, Xi Jinping, qui fait un bras d'honneur, c'est évidemment un montage. Poutine faisait des doigts d'honneur, etc. C'est une campagne qui a été produite par l'agence BETC, groupe Havas. BETC, c'est une agence qui travaille gracieusement pour nous. On a un modèle où il y a un certain nombre d'acteurs qui trouvent des raisons, et j'en suis très heureux, et je les en remercie, de travailler pour nous. Et qui... avec des campagnes comme ça, nous permettent d'asseoir notre notoriété,
Nous, on est dans une communication qui n'est pas seulement une communication corporate, faire parler d'organisation, mais qui est aussi une logique d'action. Et la communication, c'est une activité au cœur de l'ensemble de nos activités. Et ça, ce sont des campagnes généralement qui sont nationales, internationales. Est-ce que vous avez eu des retours, voilà, typiquement sur les 30 ans de... Non, alors ça, par exemple, celle-là, aux États-Unis, elle a été très peu diffusée. Non, on a parfois des réactions. On a le problème de certain nombre de structures internationales, c'est qu'il y a une plus grande admissibilité pour certaines campagnes dans certaines régions que dans d'autres. Impossible d'imaginer. Récemment, on n'a pas lancé une campagne, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une grande porosité entre c'est difficile de la garder juste sur un continent. Il y a une campagne qui serait très bien passée en France, qui était basée sur la nudité, mais aux États-Unis et dans le monde arabe, ça ne serait pas passé. Et on allait se prendre des pierres. Donc on a pris la décision de ne pas le faire. Mais donc on fait des choix, et effectivement, il y a des endroits où on les pousse plus que d'autres en fonction des réactions. Et puis, on lance aussi des campagnes nationales. Bientôt, on va lancer une campagne mexicaine au Mexique. Dans un partenariat avec les grands médias mexicains, parce qu'on veut faire pression sur le président mexicain sur la protection des journalistes au Mexique. Donc elles ne sont pas toutes en français en France. Vous avez aussi une action qui nous intéresse directement, puisque d'ailleurs on a le visuel aussi qui va passer, qui est donc le livre qui sort plusieurs fois même dans l'année, de Reporters sans frontières, donc 100 photos pour la liberté de la presse. Donc le dernier, enfin presque avant-dernier, là c'est David Bailey. Donc ça c'est une action que nous, même on peut, si on a envie de s'engager auprès de vous, si on a envie d'aider Reporters sans frontières, on achète... Alors quand vous achetez en kiosque ou en librairie, enfin en kiosque, chez les marchands de journaux, on a l'expression fidèle, et en librairie cet album, l'essentiel nous revient, c'est une grande opération de solidarité, le photographe nous accorde ses droits, enfin nous les concède gracieusement, le réseau de distribution, les généralistes et les distributeurs eux-mêmes au bout de la chaîne, c'est une grande opération de solidarité. Donc pour nous, c'est un élément financier important. On a un financement très diversifié, mais ce produit commercial est un élément majeur de stabilité, d'indépendance vraiment important. Donc ça, c'est très important, en tout cas pour nous en France. Alors justement, puisqu'on revient là sur le côté national, le côté français, on regardait tout à l'heure la carte du monde concernant l'état de la presse dans le monde. On va revenir d'ailleurs dessus, parce que quand même, il y a une chose qui nous interpelle quand on regarde sur cette carte, c'est que la France, elle n'est pas dans la situation très bonne. Elle est en bonne situation. Alors, on ne va pas se plaindre de ce que l'on vit aujourd'hui en France, mais du coup, ça interpelle parce que ça interpelle d'autant plus par l'actualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis quelque temps, on peut dire que la presse est un peu dénigrée. Les réseaux sociaux n'ont pas forcément fait que du bien non plus au journalisme, à tout ce qui se fait. Donc, voilà, comment expliquer aujourd'hui que la France n'est pas dans une situation très bonne, même titre que la Nouvelle-Zélande ou les pays nordiques, par exemple? L'enjeu, c'est pas que la presse soit dénigrée, parce que ça, d'abord, c'est légitime. Les journalistes ne sont pas irréprochables, chacun a son droit de critique, et il ne faut surtout pas avoir une réponse corporatiste à ça. La France, elle est mal située, d'abord parce que les journalistes, ils sont victimes de violences. Et notamment, ça a été le cas au cours des dernières années dans les manifestations. De la part de manifestants, il y a même des scènes de lynchage, ou de tentatives de lynchage, mais enfin, y compris contre des équipes de télévision qui avaient pourtant des gardes du corps, des hommes de sécurité. Et il y a des violences policières qui n'ont pas été que sporadiques, qui ont été une pratique, pas de toutes les forces de police, mais d'une partie, notamment des moins formés. Là, il y a moins de manifestations, il y a moins de... Mais il y a eu un travail avec le Beauvau de la sécurité, et espérons que les choses vont changer. En tout cas, on a tout fait pour que les choses changent. Après, on constatera à l'avenir. C'est un pays dans lequel le cadre juridique est aujourd'hui insatisfaisant, notamment sur la protection des sources des journalistes. Et puis enfin, c'est un pays dans lequel il y a plus de conflits d'intérêts qu'ailleurs. Malheureusement, on n'a pas tellement de groupes de médias dont le produit principal est de vendre... de groupes, dont l'activité principale au sommet du groupe est de vendre des contenus. On a beaucoup de groupes qui ont été rachetés par des hommes d'affaires qui ont des intérêts dans d'autres secteurs. Alors, ça ne veut pas dire que tous les journalistes de ces médias sont des petits soldats du journalisme, le doigt sur la couture du pantalon, mais quand même, ça crée
où ça favorise, parce que ce n'est pas le cas partout de la même manière, il ne faut pas renvoyer tout le monde aux ados, mais ça crée des formes d'inféodation à des intérêts économiques. Alors l'exemple le plus fort, c'est quand même Vincent Bolloré, qui a inféodé la rédaction d'ITélé, devenue depuis CNews, qui a fait en sorte que le journalisme soit quand même largement écarté du groupe Canal+, en tout cas le journalisme d'investigation. Bref, ça produit des effets assez désastreux sur les contenus. Et puis surtout, c'est toujours mieux. Alors on dit, mais les journalistes, ils veulent vendre du papier. Mais à la limite, c'est mieux que l'objet social de l'entreprise soit de vendre du papier plutôt que de vendre autre chose. Et ça, malheureusement, la France, de ce point de vue-là, c'est un pays dans lequel il y a plus de conflits d'intérêts. Et puis, il y a parfois une ambiance où, effectivement, ça n'est pas du dénigrement, mais c'est quand même une virulence anti-journalistique qui est aujourd'hui extrêmement inquiétante, au moment même où, et encore une fois, il y a des choses à redire, et on pourrait faire une masterclass entière là-dessus, où il y a des choses à redire sur le journalisme, sur un certain nombre de choses, mais où quand même les journalistes, quand on regarde bien, l'information la plus fiable, elle vient d'eux. Il y a quand même une sorte de mécanisme qui font que, plutôt que de croire une source d'un hurluberlu sur les réseaux sociaux, les journalistes, avec tous les reproches qu'on peut leur faire, apportent une information fondamentalement pluraliste et fiable. Et il faut l'améliorer. Mais en fait, l'objet, ça ne doit pas être uniquement de hurler en disant c'est scandaleux, ils sont nuls, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qu'il faut, c'est sécuriser au mieux cette fonction sociale et voir comment elle peut être exercée au mieux, comment les journalistes peuvent être des tiers de confiance des sociétés pour la discussion politique, pour la discussion sur notre santé à l'occasion d'une épidémie ou en d'autres temps, pour la discussion économique. Et là, on se retrouve malheureusement dans un écosystème de l'information qui aujourd'hui favorise. Là, je parle de l'ensemble des réseaux sociaux. Alors, favorise la communication horizontale et permet vraiment d'avoir un potentiel de communication entre les individus inconnus, évidemment, dans l'histoire de l'humanité, pas totalement inédit. Mais c'est quand même un système dans lequel il y a une forme d'avantage comparatif à ceux qui sont extrémistes, haineux, qui balancent des rumeurs qui fonctionnent bien dès lors que c'est outrancier et absurde. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Ça renvoie à tout le travail qui doit être fait. Manifestement, l'autorégulation des plateformes, ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Il faut des garanties démocratiques. Ça veut dire que les pays qui, eux, sont dans une couleur extrêmement bonne, les pays nordiques, la Nouvelle-Zélande, ça, ils savent faire. Ils n'ont pas comme ça des groupuscules ou des groupes qui ont été achetés par des marques. L'indépendance du journalisme est garantie. Alors, c'est des pays parfois d'assez forte concentration. Je pense par exemple à la Norvège, aux Pays-Bas, qui sont des pays parmi les pays européens qui sont toujours bien classés au classement mondial de la liberté de la presse. Mais c'est des pays, par exemple, dans lesquels les groupes de médias sont des groupes de médias, n'appartiennent pas enfin, ne sont pas intégrés dans d'autres groupes dans le cadre de concentration verticale. Et donc, c'est des pays dans lesquels il y a moins d'interférences, dans lesquels le cadre légal est plus assuré. Et finalement, c'est des pays de grande culture démocratique. Donc encore des choses à faire. Qui ont leurs défauts et qui, par exemple, sont parfois des pays, comme c'est des pays de consensus, il peut y avoir un conformisme assez grand. D'accord. Donc, on n'est pas... en tant que Français, on n'a pas à avoir honte de tout. Il y a des choses à améliorer, notables, on y travaille, mais en même temps, on a quand même, si on regarde bien en France, si on veut regarder une presse sérieuse, on peut la trouver, à droite comme à gauche comme au centre. Si on n'a pas... il y a des pays, y compris dans des pays bien classés, où la logique de presse est d'abord une logique tabloïde. Nous, quand même, il y a du pluralisme, il y a un danger aujourd'hui pour la liberté d'expression lié au fait que, je sais pas, un organe comme le Conseil supérieur de l'audiovisuel reçoit 150 plaintes par jour. On dit on veut pas qu'un tel y parle parce qu'on n'apprécie pas ce qu'il dit. Ça, il y a un risque de conformisme et et ça vient de camps totalement différents. Que là, de ce point de vue-là, on peut envoyer 12 ados. Ça, c'est un risque. C'est un risque d'autocensure devant le risque de se retrouver avec des critiques acerbes sur les réseaux sociaux.
D'accord. Alors, donc on a vu tout ce dont Reporters sans frontières peut s'enorgueillir d'actions diverses et variées. Donc vous qui êtes secrétaire général donc, de cette ONG, on l'a dit tout à l'heure, vous avez un CV très fourni. Est-ce que du coup, tout en gardant ce statut bien évidemment, on va vous lire de nouveau? Est-ce que vous avez des livres en préparation? Est-ce que vous allez réaliser des documentaires? Alors moi, ça fait 9 ans là, que je suis à Reporters sans frontières. Ça a été un boulot dément, donc je n'avais pas tellement le temps de faire autre chose. Mais là, oui, j'envisage quand même d'écrire, donc notamment un bouquin sur un certain nombre de choses sur lesquelles je travaille et qui me tiennent à cœur et qui, à mon sens, méritent d'être exposées. On n'en saura pas plus pour l'instant. Pas plus. D'accord. Alors, en attendant de recevoir bientôt Julie qui va nous communiquer les questions des étudiants, peut-être également une question... Qu'est-ce que c'est frustrant de ne pas être devant les étudiants? Mais on va je préférerais quand même... Non, alors, c'est très bien de le faire, je suis ravi, mais enfin, plutôt que d'être l'intermédiaire de caméra... La situation n'était pas encore très stabilisée au niveau sanitaire. Mais je sais que vous ne pouvez pas faire autrement, ça n'était pas une critique. Mais vous revenez l'année prochaine. C'était un message vis-à-vis des étudiants. Tout à fait, vous allez revenir l'année prochaine, Christophe, dès qu'on est de nouveau au théâtre, on espère. En tout cas, une autre question aussi, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre, si vous allez vouloir répondre, mais on va bientôt connaître un peu le Nobel prochainement dans l'actualité. Reporters sans frontières, prix Nobel un jour. Alors il y a eu des journalistes, mais l'entité Reporters sans frontières... Il n'y a pas tellement eu de journalistes. En tant que journaliste, c'est ça. Il y a eu un journaliste en 1936, je crois, qui s'appelle Karl von Ossietzky, qui était un résistant au nazisme, en tant que résistant au nazisme. Et je ne sais pas en quoi son activité journalistique est importante. Écoutez, je ne sais pas, je n'ai pas d'infos. Pas d'infos. Bon, en tout cas, on croise les doigts, on aimerait bien. Et peut-être aussi une dernière question avant d'accueillir Julie. J'avais entendu dans une interview, et j'avais bien aimé cette phrase, que vous aviez réalisé vos rêves, en tout cas vos rêves, peut-être pas tous, mais l'essentiel de vos rêves. Comme ça, c'est un peu prétentieux. J'espère, je ne l'exclus pas, ça peut m'arriver. C'était un ton plutôt sympathique, mais que vous étiez contente d'arriver aujourd'hui à Reporters sans frontières. Est-ce que vous aviez déjà eu un panel de rêves déjà exaucés? Est-ce que c'est ce qu'on peut souhaiter aux jeunes gens qui nous écoutent aujourd'hui? Et surtout, est-ce que quand on veut gérer une carrière, en tout cas son parcours, on pense d'abord aux rêves, on pense d'abord au travail, on pense d'abord au salaire, on fait un mix des trois? Qu'est-ce qui fait qu'on va réaliser ces rêves-là? C'est un sujet sur lequel on n'a pas trop de leçons à donner, mais en tout cas, je les ai poursuivis. Je me suis mis assez peu de barrières en me disant « Ah non, c'est impossible ». Et ça, je pense... Enfin, je ne veux pas faire trop un discours à la Bernard Tapie, paix à son âme, mais mon observation en tant que protagoniste, en tant que directeur d'école, aujourd'hui à RSF, c'est que finalement, dans la vie, il y a quand même beaucoup de gens qui se mettent plein de bonnes raisons de ne pas faire les choses. Et que moi, je crois qu'il faut essayer de lever ses inhibitions et que ça vaut la peine de tenter. Voilà, alors, il y a des gens qui ont plus ou moins d'envie. Moi, j'ai toujours eu des désirs assez identifiés. Donc, je me suis dit, je vais y aller parfois sans réfléchir. Par exemple, sur le tard, j'ai dirigé une école de journalisme, mais je n'ai jamais pensé en faire une. Et je me suis lancé dans le journalisme sans réfléchir. Les enquêtes, je les faisais, je ne me posais pas de questions. En fait, il faut se poser des questions, hein. Je pense que réfléchir, ça a son importance, mais parfois, il faut y aller. Et alors, s'agissant de journaliste, c'est un métier dans lequel il y a beaucoup d'aspirants, c'est un métier de désir, il y a parfois beaucoup moins d'élus que d'aspirants, mais si on bosse plus, si on est plus déterminé, si on se met moins de barrières, on a des chances sérieuses d'y arriver. Et donc, voilà, j'ai envie de dire, si vous avez identifié quelque chose que vous avez envie de faire, tentez, quoi. Et sur la question du salaire, alors là, chacun fait comme il veut. Moi, et pourtant, j'étais pas fils de milliardaire, et donc j'ai toujours eu besoin de gagner ma vie, mais ça n'a jamais été le critère essentiel. Par exemple, pour aller à RSF, j'ai consenti une réduction de salaire notable. Mais je me disais, ça sera plus marrant. Donc, entre les deux, qu'est-ce que je choisis? Mais ça, chacun fait son choix. Alors, Christophe, évidemment, pendant tout l'entretien, Julie était aux manettes du community management. Donc, il y a les étudiants qui ont posé des questions. Donc, Julie, à toi la parole. Déjà, je voudrais remercier Romain pour tes encouragements. C'est vrai que ça a été très difficile de sélectionner des questions qui ont été toutes aussi pertinentes les unes que les autres. Mais je vais commencer par la première, qui est celle de Fares. Que pensez-vous des nouvelles tendances journalistiques qui sont plus digitales, comme Go Décrypte ou Brut? Je trouve que En fait, le journalisme a quand même besoin, on voit bien, d'aller conquérir des publics
qui ne s'intéressent pas à un journalisme plus classique. Et moi, je trouve ça formidable qu'il y ait de l'innovation. Alors, on voit, il y a eu des innovations qui sont, par exemple, la capacité des journalistes à travailler ensemble sur des enquêtes internationales. Encore les révélations de ces derniers jours du Consortium international de journalistes. Et ça, il y a de plus en plus de consortiums. Les journalistes travaillent ensemble. Ça leur permet de traiter des sujets qu'à titre personnel, ou à titre d'un média, ils n'auraient jamais pu traiter. Donc, il y a de l'innovation. La question, parce qu'après on dit, mais c'est quoi le journaliste? Et où est-ce que les blogueurs sont journalistes? Est-ce que les activistes sont journalistes, etc. Pour moi, le journaliste, c'est une fonction sociale dans la société, c'est d'être des tiers de confiance. Donc, vous ne pouvez pas être dans des conflits d'intérêts. Vous ne pouvez pas, si vous êtes influenceur au sens, ou si vous êtes stipendié, j'utilise des mots un peu radicaux, mais c'est ce que je pense, pour aller vendre quelque chose, moi, je vais être très franc, je trouve que c'est de la corruption. Okay. Et il y a eu une première condamnation récemment d'une influenceuse, sauf si c'est présenté vraiment comme de la publicité. En tout cas, c'est de la publicité, c'est une chose. Mais je crois à des distinctions très fortes. Et donc, le journaliste doit être sécurisé par des méthodes professionnelles et des règles éthiques. Et puis, par ailleurs, je crois quand même beaucoup au fait d'aller sur le terrain. Et Hugo Décrypte, moi, j'ai fait son émission, Hugo. Lui, il est conscient qu'il faut des gens pour aller voir, pour aller enquêter, que c'est pas ce qu'il fait lui, mais c'est une complémentarité, c'est très, très utile. Et moi, je trouve ça bien que le journaliste soit aussi dans la compréhension, dans le décryptage, et pas seulement dans connaître le dernier petit truc, qu'on soit dans le savoir et dans la compréhension, et pas seulement dans le premier. Ok. Alors, deuxième question de Jade. Avez-vous eu l'occasion, pour la Chine notamment, d'avoir des journalistes qui ont travaillé sur le sujet des Ouïghours ? On défend des journalistes ouïghours qui, pour certains d'entre eux, sont en tôle, et notamment l'un des plus connus, il s'appelle Ilham Tohti. Et c'est vrai que c'est un des enjeux majeurs de la liberté. Enfin, il y en a beaucoup des enjeux en Chine, mais le fait que la Chine, c'est par endroit un trou noir de l'information, mais à l'intérieur de ce trou noir, il y a le cœur du trou noir, qui est le Xinjiang, qui est le pays où vivent les Ouïghours. D'accord. Alors, question suivante de Maël et Orana. Quel est votre point de vue sur la place des médias dans la campagne présidentielle qui débute, et comment réussir à contrer la propagation des fake news aujourd'hui par rapport à la campagne présidentielle de 2017 ? Moi, je pense qu'il ne faut pas demander aux médias. Leur rôle, c'est pas de lutter contre la désinformation. Je pense qu'évidemment, le journalisme, c'est une expression qu'on a utilisée récemment, est le meilleur virus contre la désinformation. Que ce virus est bloqué dans de trop nombreux pays. Le meilleur vaccin, je dis le meilleur virus. Oui, voilà, fallait m'arrêter. Non, mais ça y est, décidément, je fatigue déjà au bout de 45 minutes. Le meilleur vaccin contre le virus de la désinformation. J'ai voulu parler trop rapidement. Et que ce vaccin est trop souvent bloqué. Mais si on veut lutter contre la désinformation, elle passe à côté des gens. Elle peut passer par les journalistes parfois, ça peut arriver, évidemment, que tout le travail n'est pas toujours sérieux, et parfois ça peut arriver, mais elle passe essentiellement à côté. Donc là, c'est l'enjeu des plateformes numériques, des réseaux sociaux. Donc évidemment que les journalistes peuvent venir en contrepoint et expliquer qu'un truc est faux, mais si vous avez 3 millions de personnes qui l'ont vu et que seulement 300 000 qui vont lire le papier du journaliste disant que c'est pas vrai, en fait, vous n'aurez pas vraiment lutté contre la désinformation. Donc, la lutte contre la désinformation, elle passe par le renforcement du journalisme. Là, il y a un enjeu. Nous, on pense qu'il faut même un New Deal pour le journalisme. Une nouvelle donne. Et elle passe par la régulation des plateformes. D'accord. Par la mise en place de mécanismes. Et là encore, ça nous renvoie à la prochaine masterclass de 2 heures. Pour expliquer ça. On va faire une série. Alors, question suivante de Jean-Baptiste. Comment parler de liberté de la presse quand la plupart des médias sont détenus par les mêmes personnes et sociétés ? Oui. Alors... Bolloré tout à l'heure. D'abord, la plupart des médias, c'est pas totalement vrai. Il y a médias publics et privés. Première chose. Ensuite, à l'intérieur des médias privés, il y a quand même des médias de gauche, des médias de droite. Enfin, on peut pas dire que tout le monde soit dans la même ligne éditoriale. Ça a des effets, je l'évoquais tout à l'heure, le fait que, notamment, il y ait 9 milliardaires qui possèdent des médias. C'est vrai que s'il y avait 9 policiers, 9 professeurs des écoles, 9 dentistes qui possédaient les médias, ils seraient peut-être légèrement différents. Si c'était 9 dentistes, il y aurait plus de sujets sur les dents, peut-être. Donc, il y a un sujet. Après, c'est pas... je le disais, il y a des médias possédés par des milliardaires qui sont plus libres que d'autres.
Dans la plupart des médias, il n'y a pas des ordres tous les jours, tu dois écrire ça, donc ça influence les lignes éditoriales. Il y a déjà une différence entre influencer la ligne éditoriale et influencer chaque contenu, ou ah non, tu ne parles pas de tel truc parce que ça va gêner mon marché, tel endroit. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de renforcer les règles éthiques, l'indépendance éditoriale. Il y a eu une nouvelle loi adoptée en 2018 qui a permis d'avancer. Bref, qu'on a besoin de poser un cadre pour que la liberté de la presse, et d'ailleurs la liberté de la presse est une notion assez peu définie, parce qu'en fait, c'est la liberté de qui ? Est-ce que c'est la liberté du propriétaire de faire ce qu'il veut ? Est-ce que c'est la liberté du journaliste d'écrire ce qu'il veut ? Quitte à ce que le journaliste, d'ailleurs, il ait ses lubies. Est-ce que c'est la liberté de celui qui lit ? Voilà. Nous semble que le journalisme, en fait, doit venir au service d'un droit à l'information, qui est un droit de chacun, d'avoir accès à des informations fiables, pluralistes, collectées et diffusées de manière indépendante, et que c'est ce droit à l'information, au fond, qui est la notion d'avenir, qui est un droit dont chacun, en tant que citoyen, en tant qu'être humain, est détenteur, et que c'est pas juste un droit des journalistes de faire ce qu'ils veulent. D'accord. Question suivante de Nora. J'espère que j'ai bien répondu. Oui, très bien. Alors, question de Nora. Comment une organisation peut-elle se faire entendre par des pays avec des régimes de grande dictature, alors que même l'ONU n'y arrive pas? Y a-t-il des accords mis en place? Moi, j'allais vous dire, il y a quelques jours, les Chinois, on ne discute pas avec eux. Parce qu'il y a des antécédents trop graves de leur point de vue avec RSF et des actions notamment à l'occasion des Jeux Olympiques et puis des choses qu'on a publiées plus récemment. Mais pour vous donner un exemple, je citais tout à l'heure l'Arabie Saoudite. Après la mort de Jamal Khashoggi, journaliste découpé en morceaux au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, nous on s'est dit, il y a 34 journalistes encore en tôle, essayons de les faire libérer. Et donc comment on se fait entendre des Saoudiens ? Je parlais du chantage que faisaient les régimes despotiques sur nous. Mais nous aussi, on est capable de faire du chantage mafieux. D'ailleurs, j'utilise de plus en plus le chantage mafieux. Qu'est-ce que c'est qu'un chantage mafieux ? Un mafieux, ça dit, je vais te casser ta vitrine si tu fais pas ça. Donc moi, je vais leur dire, nous, on va aller jeter de l'encre rouge si on ne veut pas discuter. De l'encre rouge sur votre ambassade. On va vous dégueulasser votre image un peu plus. On est entré dans un processus de discussion. Ça nous a permis, alors ça n'a pas eu les effets escomptés pour l'instant, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ça nous a permis d'avoir des vraies discussions sur des cas à très haut niveau du régime saoudien, dans une mission sur le moment confidentiel, que nous on a rendu public un mois plus tard, parce qu'on... mais pour arriver à discuter avec des très hauts officiels saoudiens, il y a du travail à faire pour pas se retrouver avec une photo où vous baisez les babouches de quelqu'un et que ça soit utilisé pour la propagande. Je précise que je ne suis pas allé baiser les babouches de qui que ce soit. Et puis ensuite, quand ça marche pas, on a déposé plainte devant le parquet général allemand sur la base de la compétence universelle allemande contre MBS, le prince héritier, plus 4 hauts officiels saoudiens, pour la persécution des journalistes, de tous ceux qui sont en tôle, et l'assassinat de Khashoggi. Et là, c'est quand même des États qui sont sensibles à ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on y arrive à chaque fois. Honnêtement, ce serait absolument faux de dire qu'on obtient exactement les résultats qu'on veut. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est dans cette relation-là qu'on peut obtenir des résultats. Moi, Franz-Olivier Gisbert, qui était le patron du Point quand j'y étais, disait pour traiter une source, il n'y a que 2 manières et qu'il faut alterner, c'est une claque, une caresse, une claque, une caresse. Et nous, c'est un peu ce qu'on fait avec les États. Alors, on n'est pas tellement dans la caresse, mais en même temps, on leur dit, si vous améliorez, on fera savoir, on s'occupera d'un autre pays. Donc, on arrive, même quand on est petit, à introduire du rapport de force. La question, c'est d'arriver à l'utiliser, le rapport de force, et est-ce que ça débouche sur quelque chose ? D'accord. Alors, question suivante de Romain. Avez-vous eu l'occasion de vous rendre en Corée du Nord pour échanger avec eux ? Non, je suis qu'en Corée du Sud. Mais on fait beaucoup de choses en Corée du Sud, mais pas en Corée du Nord. Non, la Corée du Nord, et je dois même dire, on n'a pas essayé. Ok, ouais. On a essayé avec l'Érythrée, qui est le dernier pays au classement mondial des libertés de la presse, qui réussit l'exploit d'arriver après la Corée du Nord. L'Érythrée, c'est un petit pays dans la Corne de l'Afrique, qui est né en 2001, donc ça fait exactement 20 ans, d'une scission après une longue guerre d'indépendance avec l'Éthiopie. Et c'est un pays où d'un seul coup, profitant du 11 septembre, le président il a foutu les journalistes dans des containers, dans des camps, et dont certains d'entre eux ne sont pas sortis. Mais vous avez un moyen pour essayer sur des pays, c'est ce qu'on utilise notamment pour celui-là, c'est que vous avez des États qui quand même bénéficient de subsides, qui peuvent être des subsides
du Fonds monétaire international, des subsides de l'Union européenne. Là, vous allez voir le tiers. Vous dites, ah non, mais là, il faut sortir de versement de conditions. Il ne faut pas juste filer 300 millions à l'Érythrée et puis pas imposer de conditions sur les droits de l'homme, ou enfin, en tout cas, celui dont on s'occupe, nous, qui est le droit à l'information. Et donc, voilà comment on travaille. D'accord. Question suivante de Emeline. La liberté de la presse est-elle en danger, notamment avec les censures et les interdictions de filmer la police ? Elle l'a été avec cet article 19 du projet de loi sécurité globale, de la proposition de loi sécurité globale, mais qui finalement n'a pas été adopté. Alors il y a un autre article qui a été adopté dans la loi séparatisme, principe républicain, mais qui est quand même très différent. Et donc fondamentalement, on a obtenu un résultat assez positif, qui n'est pas totalement satisfaisant. Il faudra suivre. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut éviter, c'est qu'on ait d'un côté la propagande de la police, de l'autre, le cas échéant, de la propagande de manifestants. Tout le monde fait sa propagande. Et c'est quand même qu'on ait des gens qui sont ni militants pour l'un ni pour l'autre, et qui arrivent à aller mettre leur nez à l'intérieur et raconter ce qui s'y passe. Et donc, il y a eu un risque, mais qui, je pense, a quand même été assez bien dépassé. D'accord. Et pour la dernière question de Sarah, quel est l'endroit le plus périlleux dans lequel vous êtes ? Pardon, j'ai dit article 19, c'était article 24. L'article 19, c'était dans séparatisme. Ok. Je veux corriger, au cas où on me reprenne et qu'on dise, mais il ne connaît pas ces articles, lui. Donc, je dis... Mais en fait, l'article 24, il a pris un autre numérotation. Mais il était connu sous article 24. Mais c'est finalement pas comme ça qu'il a été adopté dans la loi. On mettra des insights. C'est important de le savoir. Donc, la dernière question de Sarah, quel est l'endroit le plus périlleux dans lequel vous vous êtes rendu ? Moi, je pense que c'est la Somalie, là où je me suis rendu il y a un an. Récemment. Oui, c'est un pays où, d'abord, moi j'ai rencontré des journalistes, par exemple d'une radio qui s'appelle Radio Chabelle. 28 journalistes tués les uns après les autres. Et quand même, il y en a qui arrivent. Moi, je me souviendrai toujours. Il y a eu un mec qui m'a dit, mon frère a été tué. J'étais pas du tout journaliste. Je suis allé voir mon père. J'ai dit, je vais prendre sa place. Et là, vous faites interview par le jeune gars. Ça. Et avec des jeunes femmes, des jeunes hommes, férus d'éthique. Vraiment, j'étais totalement admiratif. C'est un pays où vous n'allez pas faire vos courses dans la rue et vous n'allez pas faire du shopping pour ramener un petit souvenir à votre famille. Hein. C'est gros bras, véhicule qui ne s'arrête pas, armes. Moi, pour rentrer dans mon hôtel, pour vous raconter, qui était juste à côté de l'aéroport, il n'y a pas d'ambassade de France là-bas, parce que Stro, elle est dans une ville de la région, mais elle n'est pas dans le pays. Mogadiscio, c'est une ville, l'hôtel juste à côté de l'aéroport. Il y a 100 mètres pour aller de l'aéroport à l'hôtel. Le véhicule blindé le fait à toute vitesse. Et en arrivant à l'hôtel, vous avez 3 sas. Vous entrez dans un premier sas, il y a des gardiens qui regardent, qui fouillent la voiture. Un deuxième sas, un troisième sas. Et après, vous rentrez dans la cour d'hôtel. Et là, vos fenêtres sont opaques. Voilà. C'est comme ça à Mogadiscio. Ok. Et alors, juste pour continuer sur cette dernière question, quel est le pays, l'endroit, la ville dans laquelle vous aimeriez aller, dans laquelle vous n'êtes pas encore allé? On parlait de la Corée tout à l'heure. Non, là, en ce moment, j'ai envie d'aller à Kaboul. Enfin, j'ai envie d'aller voir les journalistes qui arrivent à travailler à Kaboul. Pas pour l'instant de parler aux autorités, à ceux qui ont pris le pouvoir. Peut-être un jour le faudra-t-il. Là, je pense qu'il ne faut pas le faire maintenant. Des courriers à distance, puis du travail avec nos collaborateurs qui travaillent sur le sujet, c'est suffisant. Mais et puis, un jour à Pyongyang. On les doigts. Bah oui, on espère. Mais là, je vais essayer maintenant, ça me donne envie. Entre deux masterclass, il va falloir y aller. En tout cas, merci Christophe Deloire, merci pour les questions. Oui. Merci beaucoup pour votre intervention très enrichissante et on a envie de prolonger, mais de toute façon, on a pris rendez-vous au moins pour l'année prochaine en présentiel pour la prochaine masterclass. En tout cas, vous, jeunes gens, ne quittez pas tout à fait l'ordinateur parce que demain, nous recommençons une autre journée de masterclass, alors avec d'autres intervenants. Nous accueillerons notamment Raphaël Di Meglio, qui est fondateur de la start-up Matera et qui viendra nous parler notamment de ces précieuses levées de fonds qu'il aura fait tout au long de ces jeunes années. Nous accueillerons également les incubés, les jeunes entrepreneurs de Sub de Pub. Et puis l'après-midi consacré à nos alumni.
On a beaucoup d'anciens, et notamment Guillaume Aubert, qui est directeur de création chez Combini. Et nous aurons également un trio, alors joyeux trio de Vincent Bourseau, Rémi Dias das Almas et Rodolphe Pinta, j'espère que je n'écorche pas trop leur nom, qui viendront nous parler évidemment de création et de communication. En tout cas, merci à tous, merci à Christophe Deloire de Reporters sans frontières, et à très bientôt.